Le silence enveloppait la terre, tel un manteau antique, tissé de poussière d'étoiles et des échos des siècles passés. Avant l'aube, tout s'immobilise. Le ciel au-dessus des steppes infinies est encore d'un bleu d'encre, mais à l'est, une lueur fantomatique, à peine perceptible, scintille déjà. L'air est immobile, comme s'il retenait son souffle, anticipant les changements à venir. C'est l'instant où le temps semble ralentir, pour reprendre son mouvement l'instant d'après, entraînant avec lui des nations et des époques entières. Qui sont-ils, ces cavaliers fantômes, dont les ombres planent sur ces plaines depuis des temps immémoriaux? Quelles forces les ont mus, ne laissant que des échos de pierre et d'or? L'horizon ici est plus qu'une simple ligne séparant ciel et terre. C'est une promesse infinie, un chemin sans fin. Dans cette immensité, où le vent murmure les secrets millénaires, des civilisations sont nées et ont disparu. Mais l'une d'elles a laissé une empreinte particulièrement vive, quoique énigmatique. Essayez d'imaginer ces terres bien avant que l'histoire ne s'accélère. Imaginez une mer d'herbes infinies, ondulantes par le vent, apparemment sans fin, telle l'éternité elle-même. Le soleil levant sur cette étendue la teinte d'or et de pourpre, réveillant la vie après une longue nuit froide. C'est ici, dans ce souffle puissant des steppes, que naquit l'histoire d'un peuple, dont le nom devint synonyme de force, de liberté et d'énergie débridée. Ils surgirent des profondeurs du temps, telles des créations de cette nature sauvage et primordiale. Nul ne peut dire avec certitude d'où ils venaient, ni quelles terres ils ont aperçues avant de traverser ces vastes étendues. Leur histoire n'est pas écrite sur des tablettes de pierre, elle perdure dans les légendes, les découvertes archéologiques, les motifs complexes gravés sur l'or. Ce peuple ne bâtit pas de villes de pierre, mais sa force résidait dans sa mobilité, dans son lien indissociable avec le cheval et les vastes étendues. C'était une époque où le monde gardait encore ses secrets, où chaque aube pouvait apporter à la fois de grands bienfaits et de rudes épreuves. La terre respirait, et avec elle ses habitants, percevant avec sensibilité les moindres variations du rythme de la nature. Dans ce grand mouvement éternel des vents de la steppe, dans cette immensité où l'horizon nous appelait toujours, naquirent ceux que nous appelons aujourd'hui les Scythes. Qui étaient-ils vraiment? Guerriers, artistes, commerçants, chamans, ou tout cela à la fois, tissé dans un seul et même motif? Leur apparition sur la scène historique fut comme une aube soudaine mais majestueuse. Ils n'avaient pas demandé à être sur cette terre, ils y étaient simplement venus, la conquérant par leur esprit et leur puissance. Leur monde était celui des chevaux, un monde en mouvement constant, où le foyer se trouvait là où le troupeau s'arrêtait. C'était une vie pleine de dangers, mais aussi de liberté, où chaque jour était un nouveau défi et chaque coucher de soleil la promesse d'un nouveau jour. Imaginez ce paysage, la steppe infinie, baignée par les premiers rayons du soleil. L'air est encore frais, mais la chaleur approche déjà. Au loin, on entend le claquement mesuré des sabots, un son qui guidera les générations futures. Ce n'est pas qu'un son, c'est le souffle des steppes, le pouls d'un peuple inextricablement lié à ces vastes étendues. Ils faisaient partie de cette terre, et la terre faisait partie d'eux. Et ainsi, à l'aube, dans cet éveil de la nature, nous entamons notre voyage vers la compréhension. Nous tentons de les discerner à travers le voile du temps, de comprendre leur motivation, leur culture, leur place dans le grand courant de l'histoire. Ils étaient un mystère que des millénaires ont tenté de percer,
Mais chaque nouvelle réponse a suscité encore plus de questions. Qui étaient-ils, ces Scythes, dont le souffle résonne encore dans le vent de la steppe? Le voyage du nomade ne se résume pas à un simple déplacement d'un point A à un point B. C'est l'essence même de l'existence, un mouvement perpétuel où l'horizon devient le seul foyer. Imaginez une mer d'herbe infinie, ondulant au vent comme un être vivant. Le soleil, tantôt caressant, tantôt brûlant sans pitié, crée un jeu d'ombre et de lumière sur les vastes étendues. Et dans cette grandeur de la nature, dans cette immensité, le Scythe naît et vit. Leur monde n'était pas limité aux murs de pierre et à la vie sédentaire. Les steppes étaient leur domaine, et leurs sentiers étaient les chemins tracés par des millions de sabots. Un cheval était plus qu'un simple moyen de transport. C'était une extension de l'âme, un fidèle compagnon d'un éternel voyage. Chaque battement de sabot sur le sol, chaque reniflement, chaque soupir d'un animal épuisé, tout cela était la musique de leur vie, une symphonie composée par la nature elle-même. Le souffle des steppes emplissait leurs poumons, le vent soufflait dans leurs cheveux, et les étoiles au-dessus d'eux leur servaient de seule boussole. La nuit tombait lentement, teintant le ciel de teintes pourpres et dorées. La lueur du feu projetait des ombres inquiétantes sur les visages des guerriers rassemblés autour d'eux. Leur regard était fixé sur le lointain, sur l'obscurité, là où le danger pouvait rôder, ou peut-être même sur de nouvelles terres regorgeant de gibier et d'opportunités. La vie nomade exigeait une vigilance constante, une endurance incroyable et une compréhension profonde du monde qui les entourait. Ils comprenaient le langage du vent, lisaient les empreintes de pas sur le sol et prédisaient le temps grâce aux nuages. Chaque membre de la tribu, du nourrisson au vieillard, jouait un rôle dans ce mécanisme complexe mais harmonieux. Les enfants apprenaient à monter à cheval avant de savoir marcher, et les femmes n'étaient pas moins habiles que les hommes à cavalerie, entretenant les feux domestiques et formant les futurs guerriers. Leurs habitations étaient des yourtes, légères et robustes, rapides à monter et à démonter. Ils suivaient les troupeaux, les saisons, l'appel éternel des nouveaux pâturages. C'était une vie en mouvement, une vie où le concept de chez-soi s'étendait jusqu'à englober tout l'horizon visible. Leurs biens étaient mobiles, leurs richesses en bétail, leurs armes, leur liberté. Mais cela ne signifiait pas pour autant un manque d'ordre ou de loi. La société scythe était strictement organisée, avec des chefs et des rois dont le pouvoir reposait sur la force, la sagesse et le respect de leurs compatriotes. Leurs décisions déterminaient le sort de tribus entières. Leur courage inspirait les guerriers, et leur sépulture, de majestueux tumulus, préserve encore aujourd'hui les secrets de leur pouvoir. Dans ce mouvement incessant, sous ce ciel sans fond, s'est forgé le caractère unique des Scythes. Ils n'étaient pas de simples nomades sauvages, comme on les décrivait parfois. C'était un peuple aux racines profondes, à la culture riche et à la vision du monde unique. Leur lien avec la terre était indéfectible, leur respect de la nature sans limite. Chaque lever de soleil apportait de nouveaux défis, chaque coucher de soleil de nouvelles réflexions. Le chemin n'était pas facile, mais il était le leur. Un chemin où chaque pas les remplissait de sens et où chaque épreuve les rendait plus forts. Leur histoire n'est pas celle de conquêtes et d'empires au sens traditionnel du terme, mais celle de la vie, de la liberté, d'une quête éternelle vers un horizon toujours ouvert.
Ils se déplaçaient comme le vent, comme l'eau, tels des troupeaux d'animaux sauvages, obéissant à leurs propres lois et au rythme de la nature. Leur vie était indissociable du mouvement, de la route, du sens de l'espace. Et dans ce mouvement, dans cette vie nomade, ils trouvaient leur place dans le monde, leur raison d'être. Imaginez une caravane traversant lentement la steppe. Le soleil se couche, teintant le ciel de couleurs flamboyantes. On n'entend que le claquement rythmé des sabots, le bruissement des vêtements et des voix douces. Ce sont les Scythes, suivant leur chemin, emportant avec eux leur culture, leur tradition, le souffle des steppes. Leur foyer est là où se trouvent leurs chevaux, leurs familles, leurs tribus. L'horizon est leur repère éternel, leur route sans fin. Vient un temps où le bronze cède la place au fer, et où l'or devient non seulement un ornement, mais aussi un symbole de puissance, une mesure de valeur. C'est l'âge d'or de l'armement scythe, une époque où la gloire et la maîtrise militaire atteignent leur apogée. Entre les mains des guerriers scythes, les armes deviennent le prolongement de leur volonté, un instrument forgeant le destin de leur tribu et de leur peuple. Imaginez l'éclat du bronze poli, la lourdeur des pointes de flèches, le tranchant des épées forgées dans les fourneaux des forges scythes. Ce ne sont pas de simples armes du crime, ce sont des œuvres d'art, façonnées avec un savoir-faire incroyable et une compréhension profonde de leurs fonctions. Chaque lame, chaque hache, chaque pointe de lance incarnait puissance, précision et beauté. Les Scythes étaient des archers hors pair. Leurs arcs composites complexes courbaient avec une force incroyable, décochant des flèches capables de percer les armures les plus résistantes. Cette arme exigeait non seulement une force physique, mais aussi une dextérité étonnante et des réactions rapides comme l'éclair. Les flèches, munies de pointes spéciales, infligeaient la mort à distance, permettant aux Scythes de combattre tout en restant hors de portée de l'ennemi. Ces flèches, avec leurs pointes trilobées ou en forme de feuilles caractéristiques, étaient si nombreuses qu'elles pouvaient littéralement enterrer l'ennemi. Mais leur force ne se limitait pas à l'arc. L'armement lourd jouait également un rôle. De puissantes épées comme l'Akinax, une épée courte et large, étaient idéales pour le combat rapproché et les attaques rapides à cheval. Symbole de puissance et d'honneur militaire, c'était une arme transmise de génération en génération. De lourdes haches et masses, capables de percer les armures, faisaient également partie de l'arsenal des guerriers scythes, prêts à toute éventualité. L'or, ce métal précieux, jouait un rôle particulier. Il ornait les armes, les rendant non seulement mortelles, mais aussi majestueuses. Les montures d'or sur les poignées d'épée, les éléments d'or sur les carquois, les décorations d'or sur les casques, tout cela témoignait du statut de son propriétaire, de sa richesse et surtout de ses prouesses militaires. L'or n'était pas seulement un symbole de richesse, mais aussi un témoignage de victoire et de trophées remportés au combat. La valeur militaire était la pierre angulaire de la société scythe. Un jeune guerrier devait prouver sa bravoure en accomplissant un acte héroïque, en capturant la tête d'un ennemi ou en le tuant au combat. Ce n'est qu'alors qu'il pouvait être considéré comme un membre à part entière de la société, digne de porter les armes et d'être respecté. Ce système de valeurs a façonné génération après génération des guerriers intrépides, prêts à se battre pour leur terre, leur honneur et leur tribu. Les armes étaient inextricablement liées au cheval. Cavaliers et montures ne faisaient qu'un.
Charge rapide, feinte, attaque surprise, tout cela était possible grâce à l'habileté des Scythes à cheval et à leur capacité à manier les armes au galop. Imaginez une tornade balayant la steppe, l'éclat de l'acier, les cris des guerriers, le claquement des sabots. C'était une armée crainte et respectée. Cependant, même à cet âge d'or, où l'armement scythe inspirait le respect, il existait aussi des aspects plus pacifiques. Le commerce avec les peuples voisins, notamment les Grecs, apporta de nouveaux matériaux et technologies au monde scythe. Les artisans grecs, quant à eux, furent impressionnés par l'art et l'esprit guerrier scythe, s'en inspirant pour leur propre création. À cette époque, les Scythes n'étaient pas de simples nomades, mais une force redoutable, capable de défier même de puissants empires. Leur organisation militaire, leur discipline, leur dévouement à leur chef, tout cela faisait d'eux de redoutables adversaires. Les armes qu'ils détenaient n'étaient pas de simples outils, mais le prolongement de leur volonté, de leur esprit, de leur désir de liberté. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, ne laissant derrière lui que la lueur du jour déclinant, les guerriers nettoyaient et préparaient leurs armes pour de nouvelles épreuves. Chaque lame, chaque arc, chaque bouclier contenait des récits de bataille, des récits de courage et de perte. Et dans ce silence, empli seulement du murmure du vent de la steppe, on percevait la puissance accumulée au fil des siècles, une force qui allait à nouveau se révéler pleinement. C'était une époque où l'art de la guerre et l'art de vivre étaient indissociables, où les armes n'étaient pas seulement un moyen de défense, mais aussi l'incarnation de l'essence même de l'existence scythe. Ainsi, dans l'éclat doré de leurs épées et le tranchant de leurs flèches, les Scythes écrivirent leur histoire, laissant une marque indélébile sur les peuples qu'ils rencontrèrent. Leur valeur militaire et leur maîtrise des armes devinrent des légendes transmises de génération en génération, rappelant leur courage et leur inébranlable volonté de vaincre. Le silence qui précède le changement paraît toujours particulièrement profond. Le temps, comme s'il retenait son souffle, s'apprête à reprendre son cours, et dans cette pause naissent de nouvelles formes, de nouvelles significations. L'art scythe est précisément un tel soupir, figé dans le métal et la pierre, le souffle des steppes, capturé dans des motifs complexes. Ce n'était pas une simple décoration, c'était l'essence même de leur monde, un miroir de leur âme. Au milieu des étendues infinies, où l'horizon se confondait avec le ciel et où le vent transformait les dunes de sable, une esthétique unique naquit. Un style animalier, un langage compris par tous ceux qui vivaient en harmonie avec la nature. Ils donnaient vie à de majestueux cerfs, leurs bois ramifiés tels des cimes d'arbres, à des félins rapides prêts à bondir et à des oiseaux de proie planant au-dessus de la terre. Ces images n'étaient pas de simples copies de la nature sauvage, elles en étaient l'incarnation, son esprit, distillé par la passion et la force des nomades. Imaginez une plaque d'or retrouvée dans l'un des tumulus royaux. Elle représente un réseau enchevêtré d'animaux entrelacés. Chaque courbe, chaque ligne véhicule énergie, tension, une lutte pour la vie. Ce n'est pas une image statique, c'est un instant figé, en mouvement perpétuel. Des lions aux prises avec des griffons, des cerfs à la tête penchée, des oiseaux au bec prédateur, autant de symboles de force, de puissance et de connexion avec l'au-delà. Les artisans travaillaient le métal, or, bronze, argent.
Ils savaient lui conférer souplesse et ductilité, lui donnant vie sous leurs mains. L'or, si brillant, si lumineux, était idéal pour représenter la force et la majesté. Il était utilisé non seulement pour les bijoux, mais aussi pour les harnais de chevaux, les armes et les vêtements. Chaque objet était une œuvre d'art, imprégnée de la vision du monde scythe. La pierre servait également de support à leur créativité. Des stèles ornées de sculptures et de représentations humaines et animales se dressaient dans les étendues steppiques, telles des gardiennes silencieuses préservant la mémoire du passé. Plus que de simples monuments, elles étaient des messages adressés à leurs descendants, des signes de leur présence, des témoignages de leur vie et de leur foi. L'esprit nomade transparaissait dans chaque détail. Leur aversion pour le vide, leur désir de plénitude et de dynamisme se reflétaient dans leur art. Leur style animalier était plein de mouvement, même lorsqu'il était saisi dans la pierre ou le métal. Chaque silhouette semblait prête à bondir, chaque ligne insufflait la vie. Cet art était non seulement esthétique, mais aussi fonctionnel. Les bijoux servaient d'amulettes, de symboles de statut social et de signes d'appartenance à un clan ou à une tribu. Ils racontaient des histoires sur les dieux, les héros et les mythes qui faisaient partie intégrante de la culture scythe. Le style animalier exprimait un lien profond avec le monde naturel, avec sa puissance primordiale. Les Scythes se considéraient comme faisant partie de ce monde, ses enfants, ses guerriers. Leur art était un moyen d'exprimer ce lien, cette harmonie, cette réalité parfois cruelle, mais toujours belle. Lorsque le vent soufflait sur la steppe, faisant bruisser l'herbe, il semblait porter les échos de légendes anciennes, gravées dans l'or et la pierre. Cet art était né du mouvement, d'une exploration constante, d'une vie où chaque jour était un défi et chaque aube un nouveau départ. Et dans cet art, si vibrant et expressif, on perçoit non seulement un savoir-faire artisanal, mais aussi une profonde compréhension du monde, reflétée dans la danse éternelle des formes animales. Le temps s'écoule, changeant paysages et destins, mais l'art né de l'esprit des nomades perdure, nous rappelant la force, la beauté et l'énergie infinie des steppes ancestrales. Figé dans le métal et la pierre, il attend d'être redécouvert pour raconter ses histoires. Un nouveau chapitre du monde antique s'ouvre à nous, où la foi était intimement liée à la vie quotidienne, où le ciel et la terre n'étaient pas de simples éléments, mais des êtres vivants, empreints de mystère et de puissance. Les Scythes, comme de nombreux peuples, puisaient leur compréhension de l'univers dans l'observation de la nature. L'immensité infinie de la steppe, où l'horizon se confondait avec le ciel, était pour eux une source d'inspiration et un espace sacré. Le ciel, immense et incompréhensible, personnifiait une puissance supérieure, source de vie et de lumière. La terre, fertile et généreuse, était la mère, la nourrice, celle qui accueille et préserve. Leurs mythes, tels le vent, balayaient les vastes étendues, racontant la naissance du monde, la lutte entre le bien et le mal, et les héros et les dieux. Ces récits étaient transmis oralement, s'intégrant à leur vie et façonnant leur vision du monde. Les dieux scythes n'avaient pas toujours des traits clairement anthropomorphes, contrairement à ceux des Grecs. Ils étaient souvent représentés comme des forces de la nature, des animaux ou des entités abstraites. Le feu, le soleil, les orages, le vent, la terre elle-même, tous pouvaient être des incarnations du divin. Imaginez une soirée dans un campement scythe. Les feux projettent des ombres dansantes sur les yourtes, l'air est empli des effluves de fumée et de viande rôtie. Au centre du cercle,
Sous un vaste ciel étoilé, un ancien ou un chaman commence son récit. Sa voix, tel le bruissement de l'herbe des steppes, transporte l'auditeur dans un monde où la terre respire et où les cieux parlent. Il parle d'une divinité céleste dont le pouvoir confère fertilité et lumière, et d'une déesse de la terre dont la sagesse et la sollicitude préservent la vie. Peut-être parle-t-il d'un grand ancêtre dont l'âme réside dans chaque brin d'herbe, dans chaque pierre. Les chamans occupaient une place particulière dans la société scythe. Ils étaient des intermédiaires entre le monde des humains et celui des esprits. Leurs rituels, leurs danses, leurs chants visaient tous à établir une connexion avec le divin, à guérir et à prédire l'avenir. Ils pouvaient entrer en transe, voyageant vers d'autres mondes où ils acquéraient le savoir et le pouvoir nécessaires pour protéger leur peuple. Leurs vêtements, souvent ornés de plumes, et leurs tambourins, qui produisaient des sons enchanteurs, créaient une atmosphère de spectacle mystique, enveloppant les personnes présentes d'un sentiment de respect et d'impatience. Imaginez un chaman vêtu de peau de bête, les cheveux tressés et ornés d'amulettes en os. Il se tient près d'un feu sacré, les yeux clos, le corps tremblant au rythme d'un tambour. Il entend les voix de ses ancêtres, voit des signes cachés aux gens ordinaires. Ses mouvements extatiques, ses invocations aux esprits, tout cela faisait partie d'un rituel complexe destiné à s'assurer la faveur des dieux et des esprits. Le vent semblait s'être apaisé, l'écoutant. Le culte des ancêtres jouait également un rôle important. Les âmes des morts étaient considérées comme les gardiennes de la lignée familiale, les protectrices du mal. Les kurganes, ces majestueux tertres que nous voyons aujourd'hui, n'étaient pas seulement des tombes, mais aussi des sanctuaires, des lieux où les vivants pouvaient communiquer avec leurs défunts. Dans ces sépultures, parmi l'or et les armes, reposaient ceux qui avaient autrefois régné, combattu et vécu. Et leurs esprits, croyaient les Scythes, continuaient d'influencer le monde des vivants. Leurs croyances n'avaient aucune place pour les dogmes rigides. Elles constituaient plutôt un système vivant, étroitement lié au rythme de la nature et au cycle de la vie. Le soleil, se levant chaque matin, apportait l'espoir. La lune, changeant de visage, leur rappelait l'impermanence et le mouvement éternel. Les étoiles, scintillantes dans la nuit, étaient des lumières qui guidaient les esprits. Le ciel, tel un grand dôme, était le réceptacle des puissances supérieures. Son immensité inspirait le respect. La terre, source de récolte et nourrissant les troupeaux, était un objet de vénération et de gratitude. Ce dualisme, cette unité du ciel et de la terre, imprégnait toute leur culture, de leur quotidien à leurs croyances les plus chères. L'imaginaire scythe était riche d'images de puissance et de beauté sauvage. Leur dieu pouvait être aussi redoutable qu'une tempête ou aussi généreux qu'un soleil d'été. Leurs mythes comportaient souvent des scènes de lutte, de chasse et de voyage vers d'autres mondes. C'était le reflet de leur propre vie, une vie pleine de dangers, mais aussi de grandeur. Il existait également des divinités plus spécifiques, associées à des aspects spécifiques de la vie. Par exemple, un dieu de la guerre, dont le pouvoir était invoqué avant la bataille, ou une déesse de la fertilité, dont on recherchait la bénédiction pour les troupeaux et les terres. Ces divinités pouvaient posséder leur propre temple ou bosquet sacré où étaient accomplis des rituels particuliers. Dans leur cosmogonie, dans leur compréhension du monde, il n'y avait pas de distinction entre le sacré et le profane.
Tout était empreint de sens spirituel. Chaque lever, chaque coucher, chaque souffle de vent, tout portait des échos du divin. Il vivait en harmonie avec ses rythmes, se sentant partie prenante du grand cycle incessant de la vie. Parfois, dans des moments de silence exceptionnels, lorsque le vent tombait et que les étoiles brillaient d'un éclat particulier, on sentait ces croyances ancestrales reprendre vie. C'était comme si les esprits de nos ancêtres, les dieux des steppes eux-mêmes, murmuraient leurs histoires à travers les siècles. C'était une époque où réalité et mythe se mêlaient, créant l'atmosphère unique du monde antique. Comprendre ces croyances nous permet de voir les Scythes non seulement comme des guerriers ou des nomades, mais comme un peuple profondément lié à la nature, à ses mystères et à sa puissance. Leur foi reflétait leur vie, leurs aspirations, leur place dans un cosmos vaste et incompréhensible. Et dans cette réflexion, nous percevons un écho de ces temps anciens où le ciel et la terre parlaient le même langage et où les hommes écoutaient avec respect et révérence. Un changement d'air approchait, tel un souffle de vent traversant l'immensité de la steppe. Loin à l'ouest, au-delà des colonies grecques, une nouvelle histoire, pleine de grandeur et de désespoir, commençait. Le monde que connaissaient les Scythes, un monde où l'horizon était leur demeure, et les chevaux le prolongement de leurs jambes, allait être mis à l'épreuve. C'était une époque où l'audace des nomades se heurtait à la puissance de l'un des plus grands empires de l'Antiquité. La Perse, dont les territoires s'étendaient de l'Inde à l'Asie mineure, tournait son regard vers le nord, vers des terres où la steppe semblait infinie. Le roi Darius, puissant souverain réputé pour sa sagesse et sa cruauté, rassembla une vaste armée. Ses navires sillonnèrent la mer Noire, transportant des milliers de guerriers en armure, armés d'arcs dont les flashs pouvaient éclipser le soleil. Il rêvait d'annexer de nouvelles terres à son empire, soumettant des tribus réputées libres, refusant de reconnaître l'autorité des rois. Darius croyait en sa mission, en son droit de régner sur tous les peuples. Son armée était-elle une vague déferlante, emportant tout sur son passage. Mais les Scythes n'étaient pas un peuple facile à soumettre. Enfants de la steppe, nés en sel, leur vie était faite de mouvements constants, leur force résidait dans l'unité et la connaissance de leur terre natale. Ils connaissaient chaque ravin, chaque rivière, chaque brin d'herbe. Lorsque la nouvelle de l'approche des Perses leur parvint, un murmure résonna dans la steppe, suivi d'un cri menaçant. Les rois scythes se réunirent pour tenir conseil, le visage sévère, le regard ardent de détermination. Ils comprirent qu'une bataille sans précédent les attendait. La rencontre avec les Perses mit à rude épreuve le mode de vie scythe. Darius, habitué à combattre dans les plaines, où son infanterie pouvait former un mur impénétrable, affronta un ennemi qui ne tenait plus une seule ligne. Les Scythes employèrent des tactiques nouvelles et dévastatrices pour les Perses. Ils ne s'engagèrent pas dans une bataille ouverte où le nombre était décisif. Ils se retirèrent comme des ombres, laissant les Perses seuls dans les vastes étendues. La cavalerie scythe déferla sur les camps perses comme le vent, les ravageant, volant du bétail et ne laissant aucun répit à l'ennemi. Elle était partout et nulle part à la fois. Ces flashs, habilement tirés d'arcs courbes, atteignaient leur cible, frappant les guerriers perses avant même qu'ils ne puissent lever leurs boucliers. Chaque frappe était rapide, précise et mortelle. L'armée perse, habituée aux rangs ordonnés et aux assauts frontaux, se retrouva piégée. Elle avança, mais l'ennemi s'éloigna, ne laissant derrière elle qu'une traînée de poussière et un sentiment d'impuissance.
Darius était furieux, son orgueil était blessé. Il envoya des messagers, exigeant des Scythes qu'ils acceptent la bataille et se battent comme des hommes. Mais les Scythes se moquèrent de ces appels. Ils savaient que leur force ne résidait pas dans le combat à mort, mais dans la survie, dans la préservation de leur peuple et de leur liberté. Ils jouèrent avec les Perses comme un chat avec une souris, les épuisant, vidant leurs ressources et anéantissant leurs espoirs. Il y eut des moments où les Perses tentèrent de tendre une embuscade, de coincer les Scythes. Mais la steppe était l'allié des nomades. Ils savaient où trouver de l'eau, où s'abriter du soleil brûlant, où se cacher de l'ennemi. L'armée perse, inadaptée à de telles conditions, souffrit de la soif, de la faim et d'une tension constante. Leur rythme ralentit, leur courage s'affaiblit. L'un des rois scythes, Idantirce, envoyait à Darius un cadeau inhabituel. Un oiseau, une souris, une grenouille et 5 flèches. L'envoyé expliqua: « Si vous ne pouvez pas voler comme les oiseaux, sauter dans les marais comme les grenouilles et courir comme les souris, alors vous ne pourrez pas utiliser nos flèches. » Cette réponse audacieuse était un défi, une moquerie de l'assurance du roi perse. Elle démontrait que les Scythes n'avaient aucune intention de se soumettre, qu'ils étaient prêts à défendre leur territoire jusqu'au bout. Chaque jour de cette guerre était empli d'anxiété et d'impatience. Les guerriers perses contemplaient l'horizon sans fin avec une peur grandissante. Ils ne voyaient que la steppe, et cette steppe leur semblait un être vivant, hostile et imprévisible. Le bruit du vent dans les hautes herbes résonnait désormais comme un murmure menaçant, et le bruit lointain des sabots annonçait un désastre imminent. Darius, conscient du désespoir de sa situation, comprit qu'il ne pourrait vaincre ce peuple. Sa grande armée, confrontée à un ennemi insaisissable et à une nature impitoyable, était brisée. Il décida de battre en retraite, abandonnant derrière lui ses ambitions et de nombreux soldats tombés au combat. Cette rencontre marqua profondément l'histoire. Les Scythes prouvèrent que même l'empire le plus puissant peut être vaincu face à un peuple uni dans son désir de liberté et conscient de son territoire. Audace contre empire. Dans cette confrontation, la liberté triompha. Mais cette victoire eut un prix immense, et de nouvelles menaces se profilèrent à l'horizon, prêtes à changer le cours de l'histoire. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe. Le pouvoir, les tumulus royaux, la grandeur des souverains, enfouis à jamais. La victoire sur Darius, bien que durement acquise, portait en elle les prémices d'un changement à venir. La grande horde, dont les chevaux avaient récemment foulé les plaines perses, ressentait désormais le poids de sa propre grandeur. La force scythe, révélée dans la fureur des combats, exigeait une nouvelle incarnation. Et cette incarnation était visible dans les collines qui dominaient les étendues infinies. Les tumulus royaux. Ce n'étaient pas de simples tombes, mais les monuments d'une époque, témoignages d'une puissance qui s'étendait bien au-delà de l'horizon visible. Ces monticules de terre, tels des gardiens géants, gardaient les secrets des siècles passés. Sous leur protection reposaient des souverains dont les noms avaient peut-être disparu de la mémoire des générations, mais dont l'influence continuait de se faire sentir. Ici, dans les profondeurs de la terre, leur chemin était éternel. Autrefois, ils guidaient leurs tribus, prenant des décisions qui déterminaient le sort de milliers de personnes. Aujourd'hui, leur paix n'était troublée que par le murmure du vent et le pas des archéologues descendant prudemment dans les profondeurs obscures des tombeaux. À l'intérieur des tumulus, telles des capsules temporelles, des traces de splendeur passée étaient préservées.
L'or, pillé au cours d'innombrables campagnes, brillait faiblement à la lumière des lanternes. Les armes, autrefois redoutables, reposaient désormais silencieuses, mais leur majesté était intacte. Les chevaux, fidèles compagnons des guerriers dans la vie, les accompagnaient dans l'au-delà, parés de couvertures et de brides raffinées. Et à leur côté se trouvaient des êtres humains, guerriers, serviteurs, épouses, sacrifiés pour servir leur maître dans le royaume des morts. Ces sépultures étaient grandioses. Elles reflétaient la conception scythe de la vie après la mort, de la perpétuation du pouvoir et de la grandeur. Le roi, même après avoir quitté le monde des vivants, demeurait roi. Son inhumation était censée le démontrer, sceller son statut pour l'éternité. C'est pourquoi les tumulus contenaient non seulement des effets personnels, mais aussi des complexes funéraires entiers, témoignant de la richesse et du pouvoir. Imaginez l'instant où ces tumulus furent érigés. La terre trembla sous les pieds de milliers de personnes transportant de la terre. C'était un acte de commémoration collective, une façon d'immortaliser les exploits du chef. Chaque poignée de terre jetée sur le lit du défunt était un hommage, une promesse de se souvenir. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, ces tumulus se dressent, rappelant que le pouvoir, comme la vie, a ses cycles. Au cœur des tumulus, dans un silence seulement troublé par le souffle des explorateurs, l'histoire prenait vie. Chaque objet, chaque os racontait sa propre histoire. Les rois scythes, dont la vie était jalonnée de mouvements, de batailles et de conquêtes, trouvèrent ici la paix. Leur royaume, étendu sur de vastes territoires, était désormais représenté par ces collines silencieuses. La grandeur de leur souverain, enfouie à jamais, s'inscrivait dans le paysage, dans une histoire qui continue de nous parler. Parfois, au plus profond de ces tombes, les archéologues ont découvert non seulement de l'or et des armes, mais aussi des textiles, des objets en bois et même des restes de nourriture remarquablement préservés. Ces infimes détails ont permis de reconstituer le quotidien de ces puissants. Ils vivaient, aimaient, combattaient et régnaient. Et lorsque leur heure arriva, ils furent enterrés avec une telle grandeur qu'elle soulignait leur caractère exceptionnel. Ces tumulus étaient une sorte de capitale des morts, des lieux où le pouvoir subsistait même après le départ physique du souverain. Ils servaient à rappeler aux vivants qui les dirigeaient et l'héritage qu'ils laissaient derrière eux. Il ne s'agissait pas d'un simple adieu, mais d'une continuation de l'existence dans une autre dimension, protégée par la terre et le ciel. Le vent de la steppe, éternel compagnon des Scythes, soufflait sur ces collines, comme pour raconter leurs histoires à ceux qui voulaient bien les écouter. Il transportait les parfums de l'herbe, de la poussière et des pluies lointaines, créant une atmosphère d'antiquité et de grandeur. Ces monticules sont les témoins silencieux d'une époque révolue, des lieux où réalité et mythe, histoire et légende s'entremêlent. Ils préservent la mémoire de ceux qui régnèrent autrefois sur ces terres, ceux dont la grandeur résonne encore dans le silence de la steppe. C'est dans des lieux comme ceux-ci, où le temps semble s'arrêter, que l'on perçoit le souffle du passé. La grandeur des souverains enterrés à jamais devient tangible. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire écrite dans les livres, mais d'une histoire gravée dans la terre, immortalisée dans l'or et la pierre. Les tumulus royaux sont des monuments qui nous rappellent la nature cyclique du pouvoir, la fugacité des choses terrestres et l'éternité de la mémoire. Et chaque nouvel artefact découvert, chaque inscription déchiffrée ne fait qu'approfondir notre compréhension de ces personnages remarquables et de leur monde.
Dans ce silence, au milieu des étendues infinies où l'horizon se confond avec le ciel, les tumulus royaux se dressent, tels des souvenirs éternels de ceux qui régnèrent autrefois. Leur grandeur, enfouie à jamais, perdure dans la mémoire de la terre. La région septentrionale de la mer Noire, là où la steppe rencontre la mer, devint le théâtre de relations étonnantes. Ici, sous le généreux soleil du sud, les colonies grecques s'étendaient, véritables foyers de civilisation au cœur de vastes étendues. Et au-delà, à l'intérieur des terres, s'étendait le domaine des Scythes, les souverains nomades des steppes. Deux mondes si différents et pourtant reliés par des liens invisibles cohabitaient, entremêlant histoires de commerce, d'amitié et, parfois, de violents affrontements. Les Grecs, attachés à l'ordre, aux villes construites selon un plan précis, à l'art et à la philosophie, considéraient les Scythes avec un mélange de curiosité et de méfiance. Pour eux, les Scythes incarnaient une force sauvage et débridée, un peuple dont la vie était uniquement régie par le rythme de la nature et le mouvement de ses troupeaux. Ils les voyaient comme des guerriers dont les flèches volaient plus vite que le vent, et des artisans dont les bijoux en or émerveillaient l'imagination. Les Scythes, quant à eux, considéraient les Grecs comme les gardiens de richesses incalculables, comme des artisans capables de créer des merveilles. Leurs cités, avec leurs murs blancs et leurs ports animés, leur semblaient merveilleuses, mais étrangères à leurs yeux. Poussés par la soif du commerce, ils arrivèrent sur les côtes méridionales, prêts à offrir leurs fourrures, leur or, leurs esclaves et leurs céréales en échange de vin, d'argent, de tissus et d'objets précieux. Le commerce prospérait. Les caravanes empruntaient la route de la soie, ou plutôt ses branches septentrionales. Les marchandises voyageaient par terre et par mer à bord de navires petits mais robustes. Les marchands grecs descendaient les fleuves se jetant dans la mer Noire et rencontraient les commerçants scythes au gué et au passage. En échange de tonneaux de ce vin aromatique si prisé des Scythes, ils recevaient de précieuses peaux de renard et de martre récoltées dans des forêts lointaines ou des morceaux d'or brut que les Scythes extrayaient des sables des rivières. Les amphores grecques étaient particulièrement prisés. Leur forme lisse et aérodynamique, ornée de peintures, semblaient de véritables œuvres d'art aux yeux des Scythes. Elles contenaient du vin, puis servaient à stocker de l'eau ou du grain. Les artisans grecs fabriquaient des armes pour les Scythes, décorées de leurs célèbres motifs animaliers. Épées, pointes de flèches, pièces de harnais pour chevaux, tous ces objets trouvaient une seconde vie grâce à des artisans qualifiés. Les marchandises ne sont pas les seules à traverser les frontières. Les idées, les croyances et les modes de vie se sont également mêlés. Les dieux grecs ont trouvé leurs adorateurs parmi les Scythes, et les motifs scythes ont imprégné l'art grec. Des colonies entières ont existé où Grecs et Scythes vivaient côte à côte, créant des cultures hybrides uniques. Par exemple, à Olbia, une colonie grecque située sur les rives de l'estuaire du Bug, les archéologues ont découvert de nombreux témoignages de cette étroite interaction. Parfois, cette proximité se transformait en véritable amitié. Les cités grecques assiégées recevaient souvent l'aide des chefs scythes. De leur côté, les Scythes, confrontés à des problèmes internes ou à des menaces extérieures, pouvaient compter sur le soutien de leurs voisins du Sud. De telles alliances, scellées par des cadeaux et des serments, n'étaient pas rares. Cependant, comme souvent, la coexistence pacifique n'était pas éternelle. Les vents des steppes pouvaient soudainement changer de direction, apportant avec eux des nuages d'orage. Les Scythes, peuple mobile et guerrier, pouvaient être irrités par des insultes, des traités rompus ou simplement par un désir de pillage.
Dans ces moments-là, leurs unités de cavalerie rapide fondaient sur les villages frontaliers, semant la terreur et la destruction. Les Grecs, habitués à une défense organisée, ne pouvaient pas toujours résister aux raids soudains. Mais ils savaient se défendre. Leurs cités étaient fortifiées et, en mer, ils pouvaient compter sur leur flotte. Parfois, lorsque la menace devenait trop grande, les cités grecques s'unissaient pour riposter. L'exemple le plus frappant de ces affrontements et des interactions complexes qui en découlèrent fut la confrontation entre les Scythes et l'Empire perse. Lorsque Darius Ier, le roi des rois, décida de soumettre les tribus scythes, il se heurta à un peuple qui ne reconnaissait pas l'autorité et ne craignait pas la mort. Les Scythes, menés par leur roi, évitèrent la bataille ouverte, préférant la politique de la terre brûlée et les raids d'usure. Ils chassèrent les troupeaux, détruisirent les puits et se retirèrent au plus profond des steppes, attirant l'ennemi. L'armée perse, vaste et puissante, se révéla impuissante face à ces tactiques. Elle souffrit de la faim, de la soif et d'attaques incessantes. Ce fut une défaite cuisante pour l'Empire, démontrant la force et l'indépendance de l'esprit scythe. Les Grecs, observant ce conflit, en tirèrent une précieuse leçon. Mais même durant les périodes de tension, lorsque l'épée ne tenait qu'un fil, les échanges commerciaux et culturels ne cessèrent pas complètement. De nombreux artefacts grecs ont été découverts dans des tumulus scythes et des traces d'influence scythe ont été retrouvées dans des cités grecques. Cela suggère que, malgré toutes les différences et les conflits, les deux peuples ont trouvé un terrain d'entente reconnaissant la valeur de l'autre. Cette frontière entre la steppe et la mer, entre nomades et populations sédentaires, était plus qu'une simple ligne sur une carte. C'était un organisme vivant et vibrant, où la vie, la mort, la richesse et la pauvreté, l'amitié et l'inimitié s'entremêlaient dans un motif complexe et captivant. Et chaque nouvel artefact découvert par les archéologues, chaque pierre portant des inscriptions anciennes, ajoute de nouveaux détails à ce tableau grandiose, nous révélant les secrets des relations entre les Grecs et les Scythes, peuples qui ont marqué l'histoire d'une empreinte indélébile. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent traversant la steppe infinie. L'air est empli d'un pressentiment de changement. Le déclin, tel un brouillard, enveloppe lentement les terres scythes autrefois puissantes. Le silence qui précède la tempête se fait de plus en plus palpable. Des conflits internes, tels des fissures dans le solide bouclier de la puissance scythe, apparaissent. Les tribus sœurs, autrefois unies par leur force, commencent à se considérer avec suspicion. La froide flamme de l'ambition s'embrase dans le cœur des dirigeants, éclipsant les liens ancestraux de la fraternité. Les routes commerciales, autrefois résonnant du tintement des pièces et des rires des marchands, sont désormais parfois obscurcies par l'ombre des bandits. Les Grecs, qui commerçaient encore sur les côtes septentrionales, commencent à percevoir ces changements. Leurs navires, chargés de vin et de poterie, continuent d'arriver, mais ils ne retrouvent plus la même unité. Les Scythes, toujours prêts à défendre leurs terres, sont désormais contraints de lutter non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre la désunion interne. Les conflits internes les affaiblissent et les rendent vulnérables. Les menaces extérieures, telles des prédateurs affamés, flairaient la faiblesse. Des steppes du nord, où le froid et les vents ont toujours soufflé, de nouvelles rumeurs arrivent. Un peuple, animé d'une soif insatiable de conquête, gagne en puissance. Son assaut se fait de plus en plus palpable. Ils arrivent, le fer aux mains et le feu au regard, annonçant une ère nouvelle et rude.
Les guerriers scythes, habitués aux batailles contre les Perses et les Grecs, affrontent désormais un ennemi dont les tactiques et la force sont différentes. Ce nouvel ennemi ne recherche pas la gloire dans les duels. Il avance telle une vague inexorable, emportant tout sur son passage. Les anciens tumulus, gardiens de la paix des rois, commencent à ressentir les vibrations de la tempête qui approche. Leurs bijoux d'or, leurs armes, tout ce qui témoignait de leur grandeur passée, semble désormais fragile face à la menace qui approche. Les chamans, invoquant le ciel et la terre, perçoivent un changement dans le flux énergétique. Leurs prédictions deviennent de plus en plus alarmantes, peignant des images de perte et d'oubli. Le style animalier, qui incarnait l'esprit sauvage et la force du peuple scythe, semble céder la place à des formes plus brutes, mais plus efficaces. L'art, qui autrefois ornait leur vie et glorifiait leur dieu, s'efface désormais. La valeur militaire, bien que toujours vénérée, ne peut à elle seule combattre la désunion. Les grands rois, enterrés dans leurs tombeaux dorés, semblent contempler du fond des âges leurs descendants, qui n'ont pas su préserver l'unité. C'est le début de la fin, non pas une fin soudaine, mais une fin lente, comme le coucher du soleil qui teinte le ciel d'un rouge cramoisi avant la tombée de la nuit. La steppe, toujours terre d'accueil et champ de bataille, devient désormais le théâtre du drame d'une époque révolue. Le bruit des sabots qui autrefois parcouraient les étendues infinies résonne désormais de plus en plus rarement, noyé par le bruissement du changement. Chaque jour qui passait, chaque vent d'Est qui apportait des nouvelles, les tribus scythes ressentaient la fragilité de leur pouvoir. Des conflits internes, tels du sumac vénéneux, les enchevêtraient, les affaiblissant et les affaiblissant. La fierté et l'indépendance qui les avaient toujours caractérisés se transformèrent en obstination, les empêchant de s'unir face à un désastre commun. Certains dirigeants, rongés par la soif de pouvoir, voyaient dans l'affaiblissement du gouvernement central une occasion de s'enrichir, ignorant que c'était la voie de la destruction du peuple tout entier. D'autres, fidèles aux anciennes coutumes, refusaient d'accepter les nouvelles réalités, continuant à vivre dans le passé, tandis que le monde environnant évoluait rapidement. C'est durant cette période où l'unité était aussi essentielle que l'air, que la société scythe commença à s'effondrer. Les ennemis, tels des chasseurs aguerris, percevaient cette faiblesse. Ils observaient les conflits internes engloutir l'énergie qui aurait pu être consacrée à la défense contre les menaces extérieures. Des rumeurs concernant l'arrivée de nouveaux peuples, leur prouesse martiale et leur force inébranlable parvenaient aux colonies scythes, semant anxiété et incertitude. C'était une époque où les murs érigés par des siècles de gloire et de bravoure commençaient à s'effondrer lentement sous l'assaut des contradictions internes et des défis extérieurs. Le vent soufflait de plus en plus froid sur la steppe, annonçant l'aube d'une ère nouvelle, inexplorée. Le grand royaume scythe, autrefois redoutable et puissant, se trouvait à la croisée des chemins. Son histoire, riche de batailles, d'art et d'une culture unique, touchait à sa fin. Mais même à l'approche du crépuscule, la lumière de l'esprit scythe n'avait pas encore complètement disparu. Elle brillait dans les yeux des guerriers se préparant à la bataille finale, dans les chants des conteurs regrettant une grandeur perdue, et dans les artefacts en or que les archéologues découvriraient des millénaires plus tard pour raconter au monde l'histoire d'un grand peuple dont le destin était si étroitement lié à la libre respiration des steppes.
Cette période de déclin et de discorde, cette apparente faiblesse, n'était qu'une accalmie avant l'inévitable et monumental affrontement qui allait changer le cours de l'histoire. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant les steppes infinies de nuances pourpres et dorées. Le vent, autrefois doux, murmurait désormais des nouvelles inquiétantes, charriant avec lui la poussière des routes lointaines et le parfum du changement à venir. C'était une époque où les ombres du passé ne s'étaient pas encore dissipées, mais où de nouvelles silhouettes, inconnues et menaçantes, se profilaient déjà à l'horizon. Le royaume scythe, qui étendait autrefois son domaine d'un océan à l'autre, sentait le sol sous ses pieds devenir instable. Fini le temps de la domination incontestée, où l'air même semblait imprégné de l'esprit scythe. À leur place, de nouveaux sons, de nouvelles voix, exigeantes et inexorables, les remplaçaient. Le crépuscule d'une époque est toujours teinté d'une beauté particulière et perçante. C'est un temps où la grandeur du passé scintille encore, mais où le souffle froid de l'avenir se fait déjà sentir. Les Scythes, dont la gloire tenait à travers le monde connu, se trouvaient au seuil d'une grande épreuve. Leur cité, autrefois animée et animée par le fracas des armes, semblait désormais plus calme, plus méfiante. Les anciennes routes, empruntées par d'innombrables troupeaux et armées, menaient désormais vers l'inconnu. Les grands tumulus, gardiens silencieux d'une puissance passée, semblaient écouter le grondement grandissant, le claquement lointain des sabots, et le bruit des pas se rapprochait, de l'est, de terres inconnues où le ciel semblait plus proche et la steppe plus vaste encore, arrivaient les Sarmates. C'était un peuple né comme s'il était né de la steppe elle-même, doté d'une volonté de fer et d'une puissance d'attaque rapide. Leurs armures brillaient aux rayons du soleil couchant, leurs arcs étaient bandés, et le feu des conquérants brûlait dans leurs yeux. Ils ignoraient les traditions scythes et ne s'inclinaient pas devant leurs dieux. Pour eux, seul l'instant présent existait, seule la force qui les propulsait. Les Sarmates étaient différents. Leur cavalerie, plus légère et plus maniable, semblait se fondre dans le vent. Leurs guerriers, vêtus d'armures d'écailles, étaient mortels au corps à corps, et leurs longues lances, les saris, pouvaient transpercer n'importe quelle armure. Ils n'étaient pas venus en paix, sans proposer d'alliance. Ils étaient venus pour prendre ce qui leur appartenait, pour tracer une nouvelle voie à travers l'histoire. Leur assaut était tel un torrent inexorable, emportant tout sur son passage. Les Scythes, habitués aux victoires et à la crainte de leur nom, n'étaient pas préparés à une telle force. Les conflits internes, qui avaient affaibli leur unité, faisaient le jeu de leurs nouveaux ennemis. Les commandants expérimentés, les cheveux marqués par des centaines de batailles, sentaient leurs forces s'épuiser. Les jeunes guerriers, pleins de courage, étaient incapables de soutenir l'assaut sarmate avec leur ancienne puissance. Les steppes, qui avaient été leur foyer et leur forteresse pendant des siècles, semblaient désormais sans défense face à cette nouvelle et redoutable invasion. Le déclin de l'ère scythe ne fut pas une disparition silencieuse, mais un choc turbulent et dramatique. C'était une époque où les traditions ancestrales se heurtaient à une nouvelle réalité, où l'or des tumulus scythes était menacé, et où le fracas des épées était remplacé par le cliquetis des lances sarmates. Le vent qui chantait autrefois la gloire des rois scythes apportait désormais la nouvelle de la défaite, des terres perdues, de l'effondrement du monde antique.
La nuit approchait, longue et froide. Mais même dans les heures les plus sombres, la lumière du passé ne s'éteint jamais complètement. Elle demeure dans les légendes, les chants, les bijoux d'or qui, tels des étincelles, transpercent les profondeurs des siècles. L'histoire des Scythes, empreinte d'audace, d'art et d'un esprit indomptable, ne pouvait s'effacer. Elle se transforma, laissant place à des temps nouveaux, à de nouveaux peuples, mais laissant une marque indélébile dans l'âme même des steppes. Les Sarmates poursuivirent leur progression. Ils se déplacèrent, laissant derrière eux un paysage et une structure de pouvoir en mutation. Leurs victoires ne furent pas soudaines, elles résultèrent d'attaques persistantes et incessantes. Progressivement, étape par étape, ils occupèrent des territoires jusque-là dominés par les Scythes. Il ne s'agissait pas d'une simple invasion militaire, c'était un changement de paradigme, une transformation de l'essence même du pouvoir dans cette vaste steppe. La douleur de la perte transparaissait dans les yeux des chefs scythes. Ils voyaient leur monde, créé par leurs ancêtres, s'écrouler. Mais même dans ce désespoir, dans cette prémonition de la fin, la fierté subsistait. La fierté d'un peuple qui ne s'est pas soumis sans combattre, qui a marqué l'histoire à jamais. Ils ont lutté jusqu'au bout, tentant de préserver ce qui leur était cher. Mais le temps est inexorable, et le cours de l'histoire est irréversible. La vague sarmate déferla sur les steppes telle une marée. Elle apporta avec elle une nouvelle culture, de nouvelles coutumes, de nouvelles langues. Les Scythes, pris dans cet assaut, commencèrent à se dissoudre, à s'assimiler, cédant la place à de nouveaux maîtres. C'était une progression naturelle des événements, un changement d'époque logique que ni le courage, ni l'art, ni les traditions anciennes ne purent empêcher. Le déclin de l'Empire scythe était inévitable. Prédit par des conflits internes, il fut accéléré par la puissance irrésistible des Sarmates. Mais même dans ce déclin, dans ce changement de pouvoir, il y a beauté et grandeur. C'est la beauté de la fin d'un chapitre et du début d'un autre, encore inachevé. Le vent continue de porter ces histoires, et elles s'enrichissent désormais de nouveaux motifs, de nouvelles voix. La domination sarmate s'établit progressivement mais fermement. Leur influence s'étendit comme l'ombre d'un arbre majestueux. Ils apportèrent avec eux leur mode de vie, leur tactique militaire et leur vision du monde. Les terres autrefois scythes devinrent désormais terres sarmates. Et ce n'était pas un simple changement de nom sur une carte, c'était une transformation profonde de tout un mode de vie. L'adieu aux Scythes fut silencieux, presque imperceptible pour les non-initiés. Il eut lieu non pas dans le rugissement des batailles, mais dans le lent déclin de leur culture, la dissolution de leur langue et l'émergence d'un nouveau mode de vie et de parole parmi leurs descendants. Les grands tumulus érigés en leur honneur demeuraient debout, tels des monuments silencieux à leur gloire passée, renfermant secrets et souvenirs. L'air du soir était empli de l'odeur de la fumée des feux de camp, peut-être celle du dernier repas des guerriers scythes en train de cuire, ou celle des premiers feux allumés par les nouveaux habitants de ces terres. Ce changement laissait entrevoir une certaine forme d'ordre, quoique triste. Le temps passait, et chaque époque devait laisser la place à la suivante. Les Sarmates, venus d'Orient, n'étaient pas de simples conquérants. Ils s'inscrivaient dans un vaste flux migratoire qui redessina la carte du monde antique. Leur arrivée était aussi inévitable que le changement des saisons. Ils apportaient avec eux leur énergie, leur force, leur volonté de vivre, qui, tel le vent des steppes, était indomptable et omniprésente.
Alors que les derniers rayons du soleil effleuraient les sommets des collines, les peignant d'une ultime lueur dorée, on sentait l'atmosphère de la steppe changer. Elle devenait plus tendue, plus agitée. C'était le souffle d'une époque qui s'épuisait et le souffle d'une ère qui commençait. Un changement de dirigeant, un changement de destin, un changement de tout ce qui composait la vie de ces étendues infinies. Ainsi, l'assaut des Sarmates devint plus qu'un simple conflit militaire, mais un tournant marquant la fin d'une grande époque et le début d'une autre. C'était l'histoire de la façon dont même les royaumes les plus puissants peuvent céder le pas à de nouvelles forces, de la façon dont l'histoire avance toujours, apportant avec elle changement et transformation. Et dans ce mouvement, dans ce changement des temps, réside sa sagesse immuable, son écho éternel. Ainsi, tandis que le vent sarmate balayait les steppes, ne laissant derrière lui que le bruissement discret de l'herbe et les échos des batailles passées, un nouveau chapitre s'ouvre. Un chapitre sur la mémoire, sur la façon dont les fils du passé transpercent les profondeurs des siècles, nous reliant à ceux qui ont vécu ici avant nous. Les Scythes, autrefois peuple puissant, maîtres de ces étendues infinies, ne sont plus que des ombres, des fantômes, dont les traces subsistent dans la terre. Leurs royaumes sont depuis longtemps réduits en poussière, leurs cités ont disparu sous l'assaut du temps, mais quelque chose demeure, les tumulus. Ces tumulus gigantesques, élevés par des milliers de personnes, recèlent leurs secrets, leurs croyances, leur vie. Témoins silencieux, ils gardent leurs secrets depuis des siècles. Chaque tumulus est un univers entier, enfoui dans la terre, attendant d'être révélé. L'archéologie est la clé de ces mondes oubliés. C'est l'art de redonner vie à ce qui semblait perdu à jamais. Lorsque les archéologues épluchent soigneusement les couches de terre, ils mettent au jour des histoires oubliées. Ils travaillent avec révérence, conscients que chaque artefact, chaque découverte est un fragment du passé qui peut nous renseigner sur la vie, les coutumes et les croyances du peuple scythe. Imaginez une fouille. Le soleil est ardent, l'air est lourde de poussière. Des pelles creusent soigneusement la terre, chaque coup comme une touche du passé. Et puis, au milieu de l'argile et des pierres, quelque chose de scintillant apparaît. De l'or. Les Scythes adoraient l'or. C'était un symbole de leur puissance, de leur richesse, de leur lien avec les dieux. Lorsque les archéologues exhument des bijoux, des armes et des ustensiles en or, ils voient bien plus que de simples objets rutilants. Ils voient le savoir-faire des artisans antiques, des traces de luxe, des symboles qui avaient une signification immense pour la société scythe. Ces découvertes sont riches en enseignements. Prenons par exemple le célèbre style animalier. Les représentations d'animaux, cerfs, lions, griffons, sont exécutées avec une précision et une expression incroyables. Ces animaux étaient plus que de simples ornements. Ils étaient porteurs d'une profonde signification symbolique, personnifiant la force, la vitesse et l'esprit de la nature, si important pour les nomades. À la vue de ces plaques et pendentifs en or, on imagine les vêtements des guerriers scythes, leurs chevaux richement décorés et leurs étendards militaires. Mais l'or n'est pas le seul à nous intéresser. Tessons d'argile, fragments d'armes et ossements d'animaux sont autant de pièces de cette mosaïque. Les ossements nous renseignent sur l'alimentation des Scythes, leur mode de chasse et les animaux qui leur étaient chers. Les armes témoignent de leur prouesse militaire, de leur combat et de la défense de leurs terres. Même une simple poterie en argile nous renseigne sur la vie quotidienne, la préparation de leurs aliments et leur mode de vie dans leurs yourtes.
les découvertes liées aux sépultures sont particulièrement importantes. Les Scythes croyaient en une vie après la mort. Ils enterraient leurs chefs et leurs nobles guerriers, ainsi que leurs biens, leurs chevaux et même leurs serviteurs. Ces tumulus royaux, comme on les appelle, sont de véritables trésors. On y a découvert des chars entiers richement décorés d'or, des armes, des bijoux et même des corps gelés préservés par le père Gélisol. Imaginez des archéologues travaillant dans de telles conditions. Le froid est intense, mais le travail continue. Et soudain, sous les couches de glace et de terre, ils découvrent quelque chose d'étonnant. Un guerrier scythe vêtu de ses vêtements, une arme à la ceinture. Sa peau, ses cheveux, même les tatouages sur son corps, tout est préservé. C'est comme voir quelqu'un qui vient de s'endormir, mais qui en réalité dort depuis des millénaires. C'est un moment où le passé revit sous vos yeux, où le lien entre le temps et le temps devient tangible. Ces sépultures nous offrent un aperçu unique du monde des Scythes. Nous découvrons leurs rituels et leurs croyances en la vie après la mort. Nous voyons comment ils se préparaient à l'éternité, comment ils s'efforçaient d'emporter leurs biens les plus précieux dans l'au-delà. Cela témoigne d'un lien profond avec leurs ancêtres, d'un désir de préserver leur statut et leur position même après la mort. Mais tous les secrets des Khorganes n'ont pas été révélés. Nombre d'entre eux ont été pillés dans l'Antiquité. D'autres sont si endommagés par le temps qu'il est pratiquement impossible de leur restituer leur aspect d'origine. Pourtant, même les découvertes dont nous disposons nous permettent de lever le voile du secret. Nous constatons que les Scythes étaient bien plus que de simples nomades sauvages, comme on les décrivait parfois. C'était un peuple doté d'une culture riche, d'une structure sociale complexe, d'un art sophistiqué et de profondes croyances spirituelles. L'archéologie est un dialogue constant avec le passé. C'est une tentative d'entendre la voix de ceux qui ont longtemps été réduits au silence. Lorsque nous observons des bijoux en or, des armes ou les vestiges d'anciennes implantations, nous ne voyons pas que des objets. Nous ressentons le souffle des steppes, nous entendons le cliquetis des épées, nous voyons les images des guerriers, des femmes et des enfants qui vivaient ici il y a des milliers d'années. Ces fantômes du passé ne nous effraient pas. Au contraire, ils nous invitent. Ils nous invitent à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons. Ils nous rappellent que l'histoire est plus qu'une simple collection de dates et d'événements. C'est l'histoire de peuples, de leurs passions, de leurs aspirations, de leur lutte pour la survie. Et les Scythes, avec leur mystère et leur force, demeurent l'une des pages les plus vibrantes de ce grand livre d'histoire. Chaque nouvelle fouille, chaque nouvelle découverte est comme une nouvelle page qui se tourne dans ce livre ancien. Et tant que la terre gardera ses secrets, tant que le vent murmurera ses histoires sur les tumulus, le travail des historiens et des archéologues se poursuivra. Ils chercheront, ils trouveront, ils raconteront des histoires. Ils raconteront l'histoire des Scythes, leur vie, leur disparition, l'héritage qu'ils nous ont laissé. Parfois, debout au sommet d'un ancien tumulus, on sent le temps ralentir. Le vent semble s'apaiser et la steppe environnante devient silencieuse. Dans ces moments-là, on a l'impression d'entendre l'écho du passé, de sentir la présence de ceux qui ont autrefois habité ces terres. Ce n'est pas du mysticisme, mais une compréhension profonde que le passé est toujours proche. Il est dans la terre, dans l'air, en nous. Les fantômes du passé, matérialisés par l'or, le bronze et la pierre, nous invitent au voyage. Un voyage sur les traces des Scythes, le long de leurs sentiers nomades, à travers leurs champs de bataille et leurs lieux de culte.
Un voyage enrichissant, stimulant la réflexion, qui nous aide à comprendre non seulement l'histoire d'un peuple, mais aussi la nature même du destin humain, qui, tel le vent des steppes, est inconstant mais indomptable. Ainsi, étape par étape, couche par couche, les archéologues reconstituent la mosaïque de la civilisation scythe. Ils reconstituent des scènes de leur vie, leur quotidien, leurs guerres et leurs jours paisibles. Ils nous restituent l'image d'un peuple qui a marqué l'histoire d'une empreinte indélébile. Et si les Scythes ont disparu en tant que peuple indépendant, leur esprit, leur culture et leur mémoire perdurent. Ils vivent dans les tumulus, dans les artefacts et dans notre quête d'apprendre et de comprendre. C'est dans ces tumulus silencieux, sous la couche de terre, que se cachent les clés de la compréhension de toute une époque. Chaque objet retrouvé est un mot d'une langue oubliée, chaque couche de terre un vers d'un poème perdu. Les archéologues, tels des scribes antiques, déchiffrent ces messages et leur insufflonnent une nouvelle vie dans notre conscience. Ils exhument soigneusement de l'oubli des bijoux en or qui ornaient autrefois les rois et reines scythes, des armes qui ont causé la mort de leurs ennemis et des objets du quotidien qui nous racontent la vie quotidienne. Imaginez l'éclat de l'or, forgé par les mains expertes d'artisans anciens qui nous est parvenu à travers les millénaires. Ce n'est pas seulement du métal, c'est l'incarnation du pouvoir, de la richesse et d'une vision du monde scythe unique, où beauté et force étaient indissociables. Ces pièces, qu'il s'agisse d'élégantes boucles d'oreilles, de bracelets massifs ou de pièces de harnais pour chevaux, portent la marque d'un génie intemporel. Elles nous révèlent que même dans la rude vie des nomades, l'art et l'esthétique avaient leur place. Mais les artefacts ne sont qu'une partie de l'histoire. Les complexes funéraires eux-mêmes sont tout aussi importants. Les Scythes enterraient leurs dirigeants avec un honneur particulier, persuadés qu'ils poursuivraient leur règne dans l'au-delà. D'immenses tumulus, tels que ceux de Pazyryk ou de Tolstaïa Mogila, sont devenus de véritables capsules temporelles. Les archéologues y ont découvert non seulement des trésors, mais aussi des objets remarquablement préservés grâce au pergélisol. Corps momifiés, vêtements de laine et de soie, meubles en bois et même restes de nourriture. Tout cela nous permet de reconstituer le mode de vie, les coutumes et les croyances des Scythes avec une précision sans précédent. Lorsque les chercheurs descendent dans ces tombes antiques, ils se sentent transportés dans une autre réalité. Le froid, le silence, les parfums millénaires créent une atmosphère unique qui donne l'impression d'être témoin d'événements lointains. Ils découvrent l'habillement d'un guerrier scythe, l'apparence de ses tatouages, le type d'épée qu'il brandissait. Ce ne sont pas de simples faits tirés d'un manuel, c'est une expérience historique vivante et palpitante. L'art scythe, et notamment son style animalier, joue un rôle essentiel dans la compréhension de leur vision du monde. Les représentations d'animaux, cerfs, panthères, aigles, griffons, sont porteuses d'une profonde signification symbolique. Elles symbolisent la force, la vitesse, la liberté et un lien avec la nature et le monde spirituel. Ces images, incarnées en or, en bronze et en bois, ornaient armes, vêtements et objets domestiques, devenant partie intégrante de l'identité scythe. À la vue de ces figures, on imagine un monde où les humains se sentaient partie intégrante des grands espaces, où les animaux n'étaient pas seulement des proies, mais des ancêtres et des compagnons totémiques. De plus, les découvertes archéologiques éclairent l'art militaire scythe. Pointes de flèches, épées, haches de combat et vestiges de cottes de mailles témoignent d'un entraînement militaire et d'un équipement de combat de haut niveau. Les représentations de Scythes au combat, conservées sur certains artefacts, sont particulièrement intéressantes. Elles les représentent comme des guerriers habiles et intrépides, capables d'affronter même les armées les plus puissantes de l'époque, comme par exemple lors de la célèbre campagne de Darius Ier.
Les découvertes liées aux croyances scythes jouent également un rôle important. Figurines de dieux, amulettes et objets rituels nous aident à comprendre leur conception du monde, leur communication avec les divinités et leur préparation à l'au-delà. Les attributs chamaniques retrouvés dans certaines sépultures témoignent de l'existence d'un sacerdoce développé et de rituels associés à la communication avec les esprits. Cependant, malgré tous les efforts des archéologues, de nombreux secrets des tumulus scythes demeurent irrésolus. Le temps et les pillages ont laissé des traces, ne laissant que des fragments du passé. Mais même ces fragments sont inestimables, car ils nous permettent de mieux comprendre ce peuple énigmatique et puissant qui a marqué l'histoire de façon si durable. Chaque fois que les archéologues exhument un nouvel artefact, c'est comme une voix vivante venue du passé qui raconte son histoire. C'est une histoire de vie, de mort, de lutte, de foi et d'art. Une histoire qui, tel le vent des steppes, continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant la grandeur et la fragilité de la civilisation humaine. Et tant que les tumulus subsisteront, tant que la terre préservera ses secrets, le travail de découverte se poursuivra, révélant sans cesse de nouvelles pages de cette histoire fascinante. Le silence. Il succède à la tempête, au fracas des armes et des cris, au grondement de milliers de sabots. Un silence qui enveloppe la steppe comme une légère brume à l'aube. Dans ce silence, tel un écho mourant, résonnent les échos de la grandeur. Que reste-t-il de ceux qui régnèrent autrefois sur ces étendues infinies? Des sites dont les bijoux d'or et les prouesses militaires fascinent encore l'imagination? Les siècles passèrent. Le temps, tel un vent implacable, rasa villes et villages, réduisant en poussière structures de bois et murs d'adobe. Mais tout n'était pas perdu. Au plus profond des tumulus, dans la terre qui préserve la mémoire des temps passés, se cachent leurs secrets. Les archéologues, tels de patients explorateurs, démêlent cet enchevêtrement du passé, pièce par pièce. Ils découvrent des plaques d'or qui ornaient autrefois vêtements et armes, révélant le savoir-faire des joailliers anciens et les symboles importants pour ce peuple. Les bijoux en forme d'animaux, cerfs, panthères, aigles, sont plus que de simples ornements. Ils incarnent l'esprit des steppes, leur force, leur rapidité, leur lien avec la nature. Le style animalier, comme le qualifient les érudits, est devenu la marque de fabrique de la culture scythe, sa signature reconnaissable, inimitable. Les tumulus subsistent. Ces collines colossales, disséminées à travers la steppe, telles les empreintes de pas de géants, constituent un monde entier enfoui sous des couches de terre. Ils contiennent les restes de rois et de nobles, de chefs et de guerriers, leurs chevaux et leurs serviteurs, leurs trésors et leurs armes. Non seulement l'or, mais aussi le bronze, le fer, le bois, le cuir, tout ce qui avait de la valeur dans la vie les accompagna dans l'éternité. Ces sépultures, telles des capsules temporelles, nous permettent de plonger dans le passé, de comprendre comment les Scythes vivaient, croyaient et mouraient. Elles nous éclairent sur la structure sociale, la hiérarchie militaire et les richesses de l'élite dirigeante. Les grands tumulus royaux tels que Soloka ou Kuloba sont devenus de véritables trésors pour la science, révélant au monde toute une strate d'une civilisation oubliée. Mais ce ne sont pas seulement les preuves matérielles qui nous sont parvenues. Il existe un autre héritage, plus insaisissable mais non moins important. Ce sont des légendes transmises oralement qui se transforment et évoluent au fil du temps. Elles sont le reflet de leurs croyances, de leur compréhension de l'univers, des dieux habitant les cieux et les profondeurs de la terre.
des esprits contrôlant le destin des hommes et de la nature, des chamans capables de communiquer avec l'au-delà, de guérir et de prédire l'avenir. Ces croyances, bien qu'elles n'aient laissé aucun temple monumental, ont imprégné toute la vie des Scythes, façonnant leurs actions et leur vision du monde. Leur histoire est faite de mouvements constants. Nomades, leur patrie était la steppe, leur vie un voyage, un chemin tracé par les sabots de leurs chevaux, guidés par le vent. Ils ne bâtissaient pas de ville, ni ne s'asseyaient à même le sol, attachés à un seul endroit. Leur force résidait dans leur mobilité, dans leur capacité à apparaître et disparaître rapidement, lors de raids et de retraites rapides. Cette mobilité, cette liberté de mouvement fut peut-être la clé de leur long règne. Ils étaient les maîtres des steppes, leurs cavaliers, leur âme. Les rencontres avec d'autres peuples, notamment le puissant empire perse, révélèrent leur incroyable audace et leur prouesse martiale. Leur refus de se soumettre, leur capacité à exploiter le terrain et leur agilité au combat devinrent légendaires. Ils ne craignaient pas les grandes armées, ils savaient les contrer, riposter et éviter une confrontation décisive. Cette capacité à survivre, voire à triompher malgré des obstacles insurmontables, témoigne du niveau exceptionnel de leur organisation militaire et de leur entraînement individuel. Leur art, le style animalier, devint un langage compris par de nombreux peuples. Il se répandit le long de la route de la soie, influençant les cultures des contrées voisines et même lointaines. De l'Altaï à la région de la mer Noire, des Scythes et de leurs voisins à des cultures plus lointaines, ce style laissa une empreinte indélébile. Cela témoigne non seulement de sa valeur artistique, mais aussi des liens commerciaux et culturels étroits qu'entretenaient les Scythes. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des acteurs actifs des processus mondiaux de leur époque. Mais le temps est inexorable. Même les grands empires déclinent. Les conflits internes, les luttes de pouvoir, l'affaiblissement de la discipline militaire, tout cela éroda leur pouvoir de l'intérieur. Et du nord, des steppes sauvages, de nouvelles forces avancèrent. Les Sarmates, tribus apparentées aux Scythes, lancèrent leur assaut. Ce ne fut pas seulement un changement de souverain, mais un changement d'époque. Les Scythes, autrefois redoutables conquérants, cédèrent peu à peu la place à de nouveaux maîtres des steppes. Leurs domaines se fragmentèrent, leur influence déclina. Les derniers foyers de la culture scythe, notamment en Crimée, survécurent plus longtemps, mais eux aussi ne purent résister à l'assaut. Assimilation, migration, absorption par des voisins plus puissants, tel fut le sort de nombreux peuples autrefois puissants. Le grand royaume scythe, étendu sur de vastes territoires, disparut peu à peu de la carte politique du monde. Mais est-ce la fin de l'histoire? Non. L'histoire des Scythes ne s'est pas achevée avec leur disparition politique. Elle s'est perpétuée dans la terre, dans les tumulus, dans les artefacts découverts. Elle s'est perpétuée dans les légendes, les contes, dans la mémoire des peuples qui vivaient à leur côté. Elle s'est perpétuée dans la science, dans l'archéologie, qui continue de révéler leurs secrets, tel le vent qui bruisse dans l'herbe, racontant des histoires anciennes. Que reste-t-il de ce grand peuple? La mémoire demeure. La mémoire des steppes, de la liberté, des chevaux, de l'or. La mémoire d'une valeur militaire et d'un art qui émerveille encore aujourd'hui. La mémoire d'un peuple qui vivait selon ses propres lois, qui a laissé son empreinte unique sur l'histoire de l'humanité. Leur héritage ne se résume pas à des objets conservés dans des musées. Il fait partie de notre passé commun, qui nous aide à nous comprendre nous-mêmes. C'est un écho des steppes qui continue de résonner, nous rappelant la force, la beauté et la fragilité de la civilisation.
Et tant que nous chercherons, tant que nous étudierons, tant que nous nous souviendrons, les Scythes perdureront. Ils vivent dans chaque objet en or découvert, dans chaque nouvelle découverte, dans chaque récit que nous entendons. Leur esprit, leur culture, leur histoire, tout cela fait partie de ce que nous appelons notre patrimoine commun. Et ce patrimoine, tel le vent des steppes, vivra à jamais, emportant la poussière des siècles et nous rappelant ceux qui nous ont précédés. Silence, si profond qu'on entend à peine le vent effleurer l'herbe. Le silence qui précède le bouleversement du monde. Le temps, comme là de sa marche interminable, a ralenti, presque arrêté. L'air est immobile, empli d'anticipation, comme avant une tempête, lorsque le ciel s'assombrit et que les oiseaux se taisent. Ce n'est pas une simple pause, mais un souffle d'éternité, une prémonition des changements inévitables. Et dans ce silence, comme venu des profondeurs de la terre, des leçons surgissent, des leçons laissées par les Scythes. Eux, ces anciens nomades, sont comme un miroir reflétant toute la complexité et les contradictions du destin humain. Regardez-les. Imaginez des steppes infinies, où l'horizon disparaît dans la brume, où le soleil dessine des motifs dorés sur l'herbe à plumes. C'est leur monde. Un monde où le mouvement est la vie, où le cheval est le prolongement de l'âme et où la liberté est l'air que l'on respire. Ils n'ont pas bâti de villes de pierre, ni érigé de temples majestueux comme ceux des peuples sédentaires. Leurs maisons étaient mobiles, leur vie en constante évolution. Et c'est là que réside leur force. Une force qui naît d'un lien profond avec la nature, avec les rythmes de la terre et du ciel. Les Scythes étaient des maîtres de l'adaptation. Ils prenaient le meilleur du monde et le transformaient en quelque chose d'unique. Leur art, le célèbre style animalier, est plus qu'une simple décoration. Il incarne leur vision du monde, leur relation au monde animal, aux forces de la nature. Un cerf au galop semble incarner la vitesse et la liberté. Le griffon, alliant la force d'un prédateur à la puissance d'un oiseau, symbolise leur esprit guerrier. Ces images, gravées sur or ou sculptées sur bois, prennent vie sous nos mains, nous transportant dans une époque lointaine. Leur croyance était aussi simple que profonde. Ils vénéraient le ciel, ce dôme infini qui les surplombait, et la terre, cette nourrice dispensatrice de vie. Leurs dieux faisaient partie intégrante de la nature, puissants et imprévisibles. Le feu, l'eau, le vent, tous portaient une part divine. Et les chamans, intermédiaires entre les mondes, les guidaient à travers les mystères des rituels, de la guérison, de la prédiction de l'avenir et de la communication avec les esprits. Leur lien avec l'au-delà était organique, naturel, comme la respiration. Mais les Scythes étaient plus que de paisibles bergers et d'habiles artisans, c'étaient des guerriers dont la bravoure et l'audace inspiraient la peur, même au sein des puissants empires. Souvenez-vous de leur rencontre avec le roi perse Darius. Le grand conquérant, qui avait conquis la moitié du monde, affronta un peuple qui refusait de se soumettre. Ils ne s'engagèrent pas dans une bataille décisive qui aurait pu décider de la guerre. Au lieu de cela, ils utilisèrent leur plus grande force, la steppe. Ils emmenèrent leurs troupeaux, épuisèrent l'ennemi, frappèrent à la vitesse de l'éclair et disparurent, laissant les Perses désemparés et furieux. Ce fut une guerre à mort, mais une guerre où l'intelligence et la ruse prirent le pas sur la force brute. Leurs tumulus royaux sont des monuments à leur grandeur et à leur quête d'éternité.
Ces structures grandioses enfouies sous des milliers de tonnes de terre contiennent les restes des souverains, leurs trésors, leurs armes et leurs fidèles chevaux. Chaque tumulus raconte une histoire, une vie, terminée mais non oubliée. Il témoigne de la richesse, du pouvoir et de la structure sociale complexe de la société scythe. Telles des sentinelles silencieuses, ces tumuli gardent les secrets du passé, attendant d'être révélés. Leurs interactions avec leurs voisins, en particulier les Grecs, étaient multiples. Commerce, échange de biens, emprunts culturels, tout cela existait. Les Grecs admiraient leur site, leur art et leur esprit guerrier. Mais il y avait aussi des affrontements et des conflits. Les frontières étaient toujours fluides et les relations aussi changeantes que le vent des steppes. Les Scythes faisaient partie d'un monde plus vaste, tout en conservant leur singularité et leur singularité. Mais même les plus grandes civilisations ne sont pas éternelles. Les conflits internes, l'affaiblissement du pouvoir et les menaces extérieures ont progressivement érodé l'unité scythe. De nouvelles forces et de nouveaux peuples ont émergé pour prendre leur place. L'une des plus significatives fut l'avancée des Sarmates. Les Sarmates, tribus apparentées aux Scythes, les ont progressivement chassés de leurs terres ancestrales et ont pris leur place sur la scène historique. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement de dirigeant, c'était un changement d'époque, un bouleversement des paradigmes culturels. Et puis, quand il semble que tout a disparu, qu'un peuple s'est évanoui au fil des siècles, une révélation survient. Une révélation qui vient de l'archéologie, des artefacts découverts, des écritures déchiffrées. Chaque nouveau tumulus, chaque nouvelle découverte est une voix du passé qui nous parle. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas un processus linéaire, mais plutôt un schéma complexe où les fils du destin s'entremêlent, où le passé perdure dans le présent. Les Scythes, ayant disparu en tant que force politique, ont laissé une trace indélébile. Leur héritage ne se résume pas à de magnifiques objets d'or exposés dans des musées. C'est un symbole de liberté, d'indépendance, le symbole du lien profond de l'homme avec la nature. Ce sont des leçons de survie, d'adaptation, de préservation de son identité dans un monde en mutation. Il nous montre que même les peuples les plus puissants peuvent connaître le déclin, mais que leur esprit et leur culture peuvent perdurer à jamais. Leur destin est un miroir. Un miroir dans lequel nous pouvons nous voir refléter nos aspirations, nos peurs, nos espoirs. Il nous rappelle la fragilité de la civilisation, le cycle éternel de l'ascension et du déclin, la façon dont chaque époque en ouvre une nouvelle. Mais ils nous rappellent aussi la force de l'esprit humain, sa capacité à créer la beauté, son désir intemporel de liberté. Le silence enveloppe à nouveau la steppe, mais cette fois c'est un silence différent, un silence chargé de sens, un silence chargé d'échos du passé. Tel le vent balayant les champs, les Scythes n'ont laissé derrière eux qu'un murmure, de simples échos que nous pouvons entendre si nous y prêtons attention. Et dans ces murmures se cachent des leçons éternelles, toujours d'actualité. Ils nous apprennent à valoriser la liberté, à respecter la nature et à viser l'excellence dans notre travail. Il nous rappelle que chaque culture, chaque peuple qui a laissé son empreinte mérite mémoire et respect. Et tant que nous nous souviendrons, tant que nous étudierons, tant que nous parlerons d'eux, les Scythes perdureront. Ils vivent dans nos souvenirs, dans nos cœurs, dans l'air même que nous respirons. La steppe respire.
Le vent, qui autrefois transportait le grondement des sabots et le fracas des armes, murmure désormais à travers les hautes herbes. Il raconte des histoires que seul le cœur peut entendre. L'histoire d'un grand peuple, dont les chevaux ont parcouru les terres du Danube à l'Indus, a atteint sa conclusion naturelle. Ce ne fut pas une fin brutale, mais plutôt un long déclin, comme la lumière du jour cédant la place au crépuscule. Les Scythes, maîtres de l'or et souverains des steppes, disparurent dans le cours du temps. Leurs tumulus royaux, érigés en l'honneur de leurs souverains disparus, ne conservent plus que le silence et la poussière des siècles. Les Sarmates, leurs compagnons nomades, arrivèrent de l'Est, apportant avec eux de nouvelles coutumes et une force nouvelle. La grande steppe, toujours généreuse, accueillit les Scythes, les Sarmates et d'innombrables autres peuples dont les noms ont disparu des mémoires, mais dont le sang et l'esprit demeurent dans la terre. Fini les redoutables cavaliers dont les flèches semaient la terreur. Fini les cerfs dorés qui galopaient sur les boucliers. Mais il reste la mémoire. Une mémoire portée par les archéologues, exhumant des fragments de leur vie sous terre. Une mémoire préservée par la terre elle-même, imprégnée de leur souffle. Le silence qui enveloppe la steppe n'est pas vide. Il est empli des échos du passé. C'est le calme après la tempête, lorsque le ciel s'éclaircit et que le monde retrouve une nouvelle harmonie. Le vent, balayant les étendues infinies, semble emporter avec lui le dernier souffle du monde antique. Le murmure des Scythes, fantôme du passé, résonne dans son souffle. C'est un écho de liberté, un écho de force, l'écho d'une vie aussi brillante que l'éclair et aussi profonde que la terre elle-même. Et maintenant, tandis que le soleil décline à l'horizon, teintant le ciel de teintes pourpres et dorées, la steppe semble immobile, respirant cette paix éternelle. Les traces des Scythes ont disparu de la surface, mais leur esprit demeure. Il vit dans chaque rafale de vent, dans chaque brin d'herbe qui s'élève vers le ciel. C'est l'éternité, où les destins des peuples s'entremêlent, où le passé demeure à jamais présent. Le calme du vent de la steppe, voilà ce qui demeure. C'est le dernier mot prononcé par le monde antique, un mot empreint de sagesse et de paix.